Je suis Hubert Wassner, je suis le Chief Data Scientist à Btesty. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez me trouver sur Twitter, quelques éléments sur Medium et ailleurs encore. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, effectivement, c'est l'évolution du test AB et qui, comme beaucoup de choses dans le domaine, commence à avoir des intérêts à zioter sur l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi et comment. Alors j'ai une première question déjà, c'est quoi l'A/B test? Qui ici a une idée à peu près précise de ce qu'est le test AB? Qui a déjà pratiqué? Ah oui, ça va être bien. Bon, donc pour ceux qui n'ont pas levé la main, je fais très rapidement. Le test AB, c'est la capacité à pouvoir, sur votre site web, proposer des alternatives. Automatiquement, le service que vous utilisez vous permet de découper votre trafic et d'exposer une version différente de votre site web. Et l'objectif, évidemment, c'est de mesurer les performances et d'avoir un avis objectif, data-driven, sans a priori, sur la meilleure efficacité. En l'occurrence ici, serait de dire que le call to action jaune est celui qui marche le mieux, puisque c'est celui qui amène le plus de clics. Principe assez simple, mais très fonctionnel. Alors maintenant qu'on a vu et qu'on est à peu près tous à niveau sur savoir ce qu'est l'A/B test, donc un petit plan de cette présentation, je vais vous montrer, avant de commencer à faire de l'IA, déjà des petits changements qui ont lieu relativement récemment au niveau des tests statistiques, c'est-à-dire en gros comment on va réellement valider le fait qu'une variation est meilleure que l'autre, et pas simplement un ratio, un taux de clic calculé avec une calculette. On va voir aussi qu'il y a des spécialités métiers. Ces spécialités métiers, elles se font à la fois au niveau des données, des métriques, mais aussi des rythmes business. Et c'est là où on va commencer on va parler d'une première partie qui est, on va dire, tangente par rapport à l'intelligence artificielle, que sont les problématiques de bandits manchots. Je vous expliquerai plus tard. Et ensuite, utilisation de concepts comme les arbres de décision qui sont, eux, plus franchement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et je vais essayer de vous faire entrevoir les tenants aboutissants et pourquoi est-ce que c'est intéressant dans le test AB. Alors, il y a le avant. Ce que la plupart des plateformes ne font plus, ou si en tout cas vous utilisez une plateforme qui fait encore ça, il est temps de changer. C'est comment est-ce qu'on faisait pour qualifier le fait qu'une variation est meilleure qu'une autre. Quand vous demandez à un ingénieur qui ne fait pas de la data, qui doit faire un test statistique, il vous sort ce qu'on appelle le top of mind, c'est le test du qui 2. Vous trouvez des implémentations, c'est très simple à faire, ça s'exécute rapidement, c'est génial, et ça vous donne une seule et unique valeur. Alors c'est quand même un truc de statisticien parce que les statisticiens, c'est des gens qui font des choses très compliquées, qui en général les expliquent de manière à ce que ça paraisse encore plus compliqué. En l'occurrence, la notion de p-value est un truc quand même tordu. La p-value, c'est la chance d'obtenir les mêmes données dans un cas où en fait les deux variations n'ont aucune différence. Dit autrement, on peut le reformuler en disant quelle est la probabilité que ce que je vois soit uniquement dû à une fluctuation aléatoire. C'est un petit peu compliqué. Alors c'est pour ça qu'en général, on le reformule en un indice de confiance. Cette notion d'indice de confiance, la formule est basique, c'est 1 moins la p-value, donc en gros c'est une probabilité, donc j'inverse. C'est plus la chance qu'il n'y ait pas de différence, mais c'est la chance qu'il y en ait une. Et je le multiplie par 100 pour faciliter la lisibilité. Maintenant, le problème, c'est que ça ne donne quand même qu'une seule et unique valeur. Et cette valeur, elle est relative à l'existence de la différence, pas sa taille. Le problème dans cette approche, c'est que je peux tout à fait avoir un test en route. Je vois que ma variation B, elle a un gain de 10%. J'ai un test du qui 2 qui me dit qu'il y a 95% de confiance. Donc moi je dis, super, je vais aller voir mon chef et je lui dis, dès demain, on va gagner 10% de plus de business. Il faut absolument implémenter la variation B. Il m'écoute, il le fait. Le problème, c'est que mise en pratique, en fait, je vais avoir genre 3%. Aïe, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? J'avais une mesure à 95%. Non, j'avais une mesure à 95% sur l'existence de la différence. Donc mon 3%, il est toujours dans la théorie, c'est normal, ça fait du sens. C'est juste que ce n'est pas adapté. Ce n'est pas le bon type de test qu'il faut utiliser. Alors, on a opéré un changement et on a fait donc une approche bayésienne, qui est une autre manière de gérer la notion de test statistique, mais l'importance et l'intérêt de cette approche, c'est qu'on va pouvoir avoir un intervalle de confiance sur le gain. Alors l'intervalle de confiance, c'est quoi?
c'est quand on sait que justement, on ne peut pas vraiment préciser une mesure, on ne peut pas avoir une mesure avec une précision infinie si on n'a qu'un nombre limité d'expériences, de visiteurs, schématiquement. Donc, au lieu de donner une seule valeur qui a toutes les chances d'en fait d'être fausse, on va donner deux valeurs qui essayent d'encadrer justement celle qu'on essaye de deviner. Et c'est cette notion d'intervalle de confiance. Et quand on fait un intervalle de confiance à 95%, ça nous dit qu'on est sûr à 95% que la vraie valeur qui se cache dans nos données, ou qui se cache plus précisément dans le processus, et qu'on ne peut voir que avec les données dont on dispose, est dans cet intervalle. Donc ici, on va par exemple se retrouver, si on reprend le test précédent, il va vous dire en fait le gain de passer de A vers B, en fait, il est entre 1 et 15%. En termes de choix, c'est déjà mieux. Déjà, par exemple, ça va préciser le fait que mon 3% que j'ai eu en production, en fait, il était prévisible. D'accord ? J'aurais peut-être pas dû annoncer 10% à mon chef, mais peut-être 3%, et s'il dit que ça vaut le coup pour 3%, alors je sais que j'y vais, c'est le pire scénario. J'ai pas mal de chance, sans rentrer dans les détails, 95 et quelques, que en fait ce soit plus. D'accord ? Alors en plus, il y a un autre élément, c'est que souvent les choses qu'on teste, indépendamment de l'implémentation, parfois on va tester des choses qui ont un coût spécifique. Je vais tester un prestataire, je vais tester un outil de chat, je vais tester quelque chose, voir l'intérêt de la chose. Et là, la variation B, je sais qu'elle a un coût, vraiment. Donc en gros, là, je suis plus qu'intéressé, j'ai besoin de savoir combien je vais gagner pour savoir si finalement ça vaut le coup d'utiliser ce nouveau système. Alors, voyons dans un cas concret. Alors, pour pas forcément citer, mais pour que tout le monde comprenne, donc c'est quelqu'un qui fait du retail dans la cosmétique, les médias, dont le nom commence par un S et finit par un A, et à l'intérieur il y a un feu qui s'écrit pas avec un F. Parce que c'est bon pour tout le monde. Et qui ont testé donc justement deux outils de recommandation produits différents. Alors, comment est-ce qu'on lit ce genre de choses? Alors, pour le rapport, donc ici, la première colonne, là où il y a les trucs verts, c'est justement les intervalles de confiance. Pardon, il faut que je le fasse des deux côtés. C'est l'intervalle de confiance sur les mesures de taux de clic. J'ai un original A qui est à 4,4, j'ai un B qui est à 4,5 et des brouettes, et un autre à 4, allez, presque 5. Vous voyez déjà avec les intervalles de confiance, justement, je vois qu'en fait ces mesures, je ne les connais pas précisément. Typiquement, mon 4,54, là en fait, il se situe entre 4,43 et 4,65. Déjà. Ensuite, la colonne Improvement. Donc ici, qui va me donner le gain. Par exemple, ici, cette première variation, j'ai 3. Ouais, enfin attention, en fait, je me situe entre -1 et 7,29. Pas pareil, d'accord ? La B aussi entre -2 et 6. Et effectivement, l'indice de reliability qui vous dit, bon là, vous n'êtes pas loin d'arriver effectivement à la notion de confiance, d'être sûr que la différence existe. L'intérêt donc de cette approche, c'est que je vais pouvoir savoir, typiquement ici, si j'attends un petit peu, je vais avoir plus de données, mes intervalles de confiance vont se réduire, d'accord ? Plus j'ai de données, plus ma mesure est précise. Et je vais arriver à un moment donné où effectivement, je vais pouvoir avoir une mesure ici non négative. Donc déjà, je suis sûr que je vais gagner quelque chose, déjà une première chose. Et si j'ai besoin de savoir que je veux gagner encore plus, il faut encore attendre pour savoir qu'est-ce qu'on est sûr de gagner au minimum. D'accord ? Donc ici, j'ai l'impression quelque part avec les deux chiffres qui sont là que je vais y gagner, mais en fait, avec l'intervalle de confiance, on se rend compte qu'on a une mesure un petit peu plus précise. Ou justement, c'est pas plus précise, plus informative, avec laquelle je peux prendre des vraies décisions. Alors après, c'est le principe général, c'est quand on vous donne qu'une seule valeur, en général, qu'une seule donnée, on se fiche de vous. Alors si vous allez sur Medium, j'ai écrit quelques trucs là-dessus. De base, quand on vous donne qu'un seul chiffre, on essaye de vous enfumer. Alors, je vous ai parlé justement de notions de métriques différentes. En e-commerce, quand je vais sur un site d'e-commerce, je veux aller acheter un ordinateur, je vais faire un certain nombre de visites avant d'acheter. Donc en fait, en moyenne, je vais faire, conceptuellement, je vais faire n visites, mais à la fin, je vais avoir une conversion unique. D'accord ? Je vais acheter un ordinateur, je ne vais pas en acheter deux. Ou en tout cas, ça va être rare sur un corpus, ça va être rare chez un e-commerçant. Quand on va faire un test, en général, on va simplifier qui dure 2 semaines, qu'une personne va acheter 2 fois. Ça peut arriver, mais ce n'est pas vraiment gênant. Mais donc ici, on se retrouve avec n visites et une conversion entre guillemets unique. Donc mon taux de clic, mon click-through rate, désolé pour les acronymes en anglais, il va se trouver entre 0 et 1. Dans les médias, c'est un petit peu plus compliqué. Parce qu'en fait, je vais faire n visites, mais en fait, je vais aussi faire n
conversion. Une conversion pour un média, ça va être je regarde une vidéo, je lis un article jusqu'au bout, etc. Par exemple, sur le site donc, de TF1 Média, on s'était rendu compte qu'en moyenne, on se retrouvait avec pratiquement 4 vues de vidéo par visiteur. Par conséquent, toutes les formules qu'on avait en haut, qui sont adaptées pour le e-commerce, etc., évidemment, à 4 actions par visite, j'ai un taux de clic qui dépasse très largement les 1, et j'ai un problème. Mes formules ne marchent plus. Dans les médias, justement, effectivement, je vais avoir donc n conversions, et donc mon taux de clic, y compris entre 0 et... Alors j'ai mis plus l'infini, on est d'accord, c'est forcément pas l'infini, mais je sais pas, j'ai pas de borne spécifique. Je peux pas a priori dire combien mon taux de clic, entre combien et combien il peut se trouver. Autre différence, dans le e-commerce, schématiquement, je simplifie un peu, un visiteur qui va me faire 10 conversions, pour le e-commerçant, c'est kiff-kiff à dire 10 visiteurs, une conversion. Ce qui l'intéresse, lui, c'est le nombre de conversions, c'est le nombre de trucs qu'il vend. Qu'il les vend à une personne ou qu'il les vend à 10, à la limite, c'est du détail. En média, c'est pas pareil. En média, je vais avoir un visiteur qui me fait 10 conversions. Ok, mais c'est peut-être un petit peu moins intéressant que d'avoir 10 visiteurs qui vont me faire une conversion. La notion de média, ça va être à un moment donné, c'est du reach, c'est d'être capable de toucher plein de gens. Et je vais préférer en toucher plus un peu en surface qu'en toucher un ou un nombre réduit très en profondeur. Quelque part, finalement, dans le e-commerce, c'est vrai aussi, parce que fondamentalement, ce qui est derrière cette nuance qu'on a en esprit, c'est que mes 10 visiteurs qui font une conversion ont peut-être plus de chances de se reproduire, ont peut-être moins de variabilité qu'un seul visiteur qui fait 10 conversions. D'accord ? Et évidemment, dans un test AB, on va être intéressé à ce que la mesure qu'on a actuellement nous permette de savoir qu'est-ce qui va se passer après. Donc du coup, effectivement, on se retrouve dans une situation où on commence à regarder les choses un peu en détail, qui commence à toucher les bords de la théorie et qui dit à un moment donné, ça rentre plus, il faut faire autre chose. Donc effectivement, on a dû recréer un nouveau test qui est évidemment plus complexe à mettre en œuvre, mais qui gère ces notions-là de conversion multiple. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un exemple? J'ai une version A en bleu, un original, où j'ai 12 000 visiteurs et j'ai 2000 conversions. J'ai un taux de clic aux alentours de 16,6. Maintenant, j'ai une variation B qui fait la même chose que A en termes de performance, sauf que j'ai un petit plus. J'ai un visiteur qui a fait 150 conversions. Super. Vous regardez déjà qu'en taux de clic, ça se voit. Enfin, je veux dire déjà rien que ça. Donc j'ai un visiteur qui peut éventuellement me faire apparemment gagner une variation, en tout cas en première instance, puisque j'ai presque un taux de clic à 18, en 17,9, mais qui est dû qu'à un seul visiteur. Et j'ai une version C, où en fait ces 150 conversions sont réparties sur 15 visiteurs. Donc j'ai 15 visiteurs qui vont chacun faire 10 conversions. J'arrive à un taux de clic qui, à une vache près, c'est une expression que j'aime bien, à un petit pouillème près, globalement à la première décimale, j'ai quelque chose d'équivalent à la version B. D'accord ? Maintenant, quand je regarde dans les formules et justement les distributions de proba, alors attention, ça pique un peu les yeux, ça c'est ces courbes-là, c'est comment se répartit la probabilité de la mesure. Donc ici, par exemple, sur mon A, effectivement, ça pointe aux alentours d'ici, c'est-à-dire pas loin du 16,5. D'accord ? Mon A ici, clac. Et la largeur, ça me montre quelque part l'imprécision, l'inconnu que j'ai sur cette mesure. Et typiquement, les fameux intervalles de confiance à 95%, c'est tout simplement de trouver deux bornes qui couvrent 95% de la surface. Donc quand on regarde ces courbes, on se rend compte effectivement que la version B, qui a un visiteur avec 150 conversions, génère une variabilité, donc une largeur de pic qui est beaucoup plus grande. Alors que la variation C, elle va avoir un pic effectivement décalé, qui d'ailleurs colle à peu près à ce qui est là, mais qui est plus étroite que celle-ci. Et donc quand on va calculer des intervalles de confiance, et surtout quand on va calculer un gain, c'est ce qui nous intéresse, de savoir quel est l'intérêt de passer de A vers B ou vers C, je vais me retrouver à me rendre compte que ouais, ok, ça a l'air sympa parce que la variation B, potentiellement, elle peut aller à des taux de clic vraiment importants. Oui, mais enfin aussi, elle peut aussi aller à des taux de clic qui finalement vont être beaucoup plus bas que ce que pourrait proposer l'autre, d'accord, que ce que pourrait proposer A. Si on regarde ça, globalement, la proposition de la C est bien meilleure, parce que globalement, le risque qu'elle soit moins bien que la B est beaucoup plus faible. C'est ce qu'on mesure ici sur les gains. Donc ici, le gain qui est là, qui est affiché, c'est le gain de B.
je me rends compte que son intervalle de confiance, il est entre moins 3 et plus 28. Alors plus 28, ça a l'air sympa, mais moins 23, c'est gênant. La variation C, elle, je vais me retrouver avec du 0,7 et du 15%. Donc en gros, 98% de chance d'être meilleur que l'autre, elle que 87. Donc évidemment, je vais choisir C et pas B. Il faut aller plus vite, parce qu'en fait, alors ça c'est juste sur les côtés des métriques. Maintenant sur la méthode, il faut aller plus vite parce que une news, ça dure 8 jours. Une vente privée, c'est 2 à 4 jours. Une petite annonce, 8 jours. J'ai pas le temps de faire un test AB, il faut que je fasse un test intelligent. C'est là où on commence à aller un peu vers l'intelligence artificielle avec les problématiques des bandits manchots, qui est un vieux problème qui est défini par j'ai N machines à sous différentes, j'ai P pièces. Il faut que je trouve une stratégie pour essayer de gagner le plus possible. D'où le truc des bandits manchots, d'accord, hein, ces machines à sous qu'on appelle les bandits manchots, parce qu'elles n'ont qu'un bras, mais elles vous piquent quand même votre argent. Si on l'applique au web, j'ai N variations. Alors normalement, j'aurais dû écrire j'ai P visiteurs. Je me suis trompé, mais en même temps, c'est tellement vrai. J'ai l'équivalent de P pièces, parce que le nombre de visiteurs que vous n'en avez pas plus. Donc en gros, vous devez faire avec ce que vous avez, c'est limité. Et en plus, puisque vous achetez en général du trafic, vous les payez. Donc vous êtes vraiment dans le cas où vos visiteurs, c'est vos pièces. L'objectif, évidemment, c'est faire le plus de transactions possible. Alors un test AB, ça marche comme ça. J'ai 3 variations. Pendant tout un temps d'exploration, j'envoie un tiers de trafic d'à chaque. Puis quand j'ai fini, j'ai un temps d'exploitation, mais qui pour les objets que je viens de définir est trop court, où je vais n'utiliser que la meilleure. Dans le multi-arm bandit, la stratégie, c'est que je vais changer l'allocation. Je vais trouver des formules qui vont me permettre de prendre de mesurer la taille de mon pari. Et qui peut d'ailleurs changer, comme vous le voyez sur la courbe, au fur et à mesure. L'intérêt, c'est que l'exploration et l'exploitation ont lieu en même temps. Et donc, du coup, je gagne dès le début. Ce qui veut dire que, déjà, je vais générer moins de pertes parce que je vais envoyer moins de gens à la variation qui marche le moins bien. C'est le truc qu'on essaye de pas trop dire, mais qui est une réalité du test AB. Et quand vous testez un truc qui ne marche pas, vous perdez des conversions, donc de l'argent. Avec cette approche-là, on va en perdre moins, parce qu'on va justement essayer de limiter cette casse. Pour les ventes flash et tout ça, donc c'est intéressant. Et un autre truc, c'est comme quand vous avez une voiture qui consomme moins, soit vous pouvez vous contenter de ça, soit vous pouvez aller plus loin avec. D'accord ? Mais là, c'est la même idée. Avec cette consommation réduite de trafic, au lieu de faire juste un test AB, vous pouvez faire du test ABCDE. Et c'est intéressant puisque vous pouvez du coup tester plusieurs variations en même temps, ce qui est très important dans la technique, dans la méthodologie du test AB. Alors, la partie IA où on va vraiment rentrer, c'est... Le problème, c'est que je me doute bien que la meilleure variation, peut-être qu'elle dépend du visiteur. J'ai peut-être pas forcément une meilleure variation pour tout le monde. Donc en fait, un des éléments, c'est que je segmente. Mais segmenter, souvent le problème, c'est que j'ai des segments qui sont pas vraiment directement utilisables. J'ai tablette, téléphone, etc. Ce pas des segments qui sont forcément liés à mon problème. La vraie solution, en fait, c'est de segmenter en fonction de ces données vraiment, voire même du trafic sur la page qu'on veut tester. Alors pour ça, on utilise des arbres de décision. Les arbres de décision, c'est un truc qui permet de faire le lien, quand on a un gros paquet de données, entre une variable aléatoire d'intérêt, ici les conversions, donc qui se retrouvent en bas donc sur le graphique, et des données qui sont normalement reliées à ce problème, que j'espère être reliées au problème. Et il va me produire un arbre. Et ici, c'est pas forcément pour simplifier, mais j'ai choisi cet exemple parce qu'il est simple, où l'unique critère qui était utile, c'est le nombre de visites qu'a fait le visiteur. Et on se rend compte assez naturellement ici, typiquement le nombre de visites, moins de 8, ok, je vais à gauche, encore moins de 8, 2, ok, je me trouve dans le cas où je vais avoir un taux de conversion à 0,2%, soit effectivement le nouveau visiteur, très peu de chances de le convertir. Donc ça c'est un cas réel sur un vrai site web, d'ailleurs on va s'amuser de deviner ce que c'est. Ici, si j'ai supérieur à 8 et si j'ai même supérieur à 52, en gros j'arrive à un taux de 20%. Bon, en même temps, un gars qui visite 52 fois le site, on se doute qu'il y a effectivement un intérêt. Et en l'occurrence, en fait, ça c'est un site, enfin c'est le site de Marc Dorcel, pas besoin de spécifier ce qu'ils font, vu les rires, non. Donc c'est un site qui fait des vidéos X et c'est leur site qui vend du streaming. L'intérêt, c'est que on comprend du coup vachement mieux l'intérêt de cet arbre et on se doute bien effectivement schématiquement, l'aficionados, le nombre de visites, c'est le truc le plus important, c'est le critère le plus important. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est pour ça que le titre bandit segmenté, c'est qu'en fait, je vais me servir de cet arbre pour faire un segment. Et en fonction du visiteur et de ses paramètres, je vais arriver dans différentes boîtes et je vais faire en fait un bandit manchot par boîte.
Comme ces boîtes, c'est déjà en fait des comportements de personnes, typiquement je vais avoir un bandit manchot qui va s'occuper du tout nouveau visiteur, et un autre bandit manchot qui va s'occuper du visiteur qui est déjà venu une cinquantaine de fois. Clairement, ils ont des comportements différents. Et donc l'intérêt, c'est que je vais avoir une convergence plus rapide, j'utiliserai encore moins de trafic, je vais avoir un regret moindre, j'enverrai encore moins de gens sur les mauvaises variations. Donc c'est évidemment très intéressant. Donc l'A/B test a beaucoup évolué, on a adapté nos tests statistiques et on est en train maintenant d'aller effectivement vers l'IA pour fournir un service de test A/B qui est encore meilleur, qui consomme encore moins, qui donne des résultats les plus rapides. Et voilà. Merci.